Hello les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de Matsup. Je suis aujourd'hui en présence de monsieur Guillaume Prada, le seul et unique, qui m'a rejoint pour cet épisode aujourd'hui. On va parler de plein de choses, parce que pour ceux qui le connaissent, Guillaume, c'est un gros compétiteur sur la scène nationale et même internationale en JJB. Récemment champion de France, ceinture noire adulte, moins de 70 kilos à la dernière édition. On en reparlera un petit peu. Parmi tes plus gros résultats, il y a aussi troisième à World Pro JP Ouais, un master, ouais. Un en master 1. master. Champion brasileiro, marron, Master master. 1 aussi, ouais. Ouais. Et un autre Ouais, à après ajouter. en master aussi, les Worlds en violette. Deuxième à la BJJF et premier à la JP. Ça, c'était super souvenir aussi. Voilà, c'est à peu près tout, Voilà, quoi. donc un beau CV, on va dire. Mais en dehors des résultats dans le JJB sur lesquels on reviendra par la suite, moi, au travers des discussions qu'on a pu avoir par le passé, je sais que tu as un parcours dans les arts martiaux qui est assez intéressant, assez original. Déjà, tu viens du karaté, je crois. Ouais, ouais, karaté tout petit. Pendant de nombreuses années. Karaté Shotokan pour les connaisseurs. Après un peu de Shindokai ou de Kyokushinkai. Quelques compétitions, du full contact. Et après, je suis parti au Mexique pour me lancer en tant que professionnel dans le MMA. Donc, je suis resté dans le MMA peut-être 3 4 ans. Et puis après, j'ai découvert le Jiu-Jitsu à la base pour améliorer ma pratique du MMA. Et au final, je suis tombé amoureux du Jiu-Jitsu et j'ai commencé à m'y mettre complètement, quoi. Alors, c'est marrant, tu le sais peut-être pas, mais ça fait déjà plusieurs points communs, parce que moi aussi, j'ai commencé par le karaté. Ah ouais. C'était le Wado Ryu, moi. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein. Je suis allé jusqu'à la ceinture jaune. Mais c'était quand même mon point de départ. Et après, j'ai fait pareil, j'ai voulu faire du MMA. Et c'est en faisant du MMA que j'ai découvert le sol et que je suis venu au JJB. Bon, tu as été très très vite, parce que tu dis que tu as commencé le karaté enfant, du Ouais, coup. ouais, Shotokan, donc c'est la version la plus traditionnelle, pour ceux qui c'est ne ça. connaissent pas. C'est voilà, des katas, des formes très, très traditionnelles. C'est du karaté à la touche en compétition. Ouais, Tu as fait des compétitions en Shotokan? ouais, ouais, j'ai Ouais. fait. Ah, j'étais éclaté, ouais. Je me souviens, mes parents venaient me voir et tout, je perdais, c'était horrible. Tu as fait ça, c'était quel âge à peu près là quand tu. Oh, j'ai dû commencer, je sais pas, j'ai dû commencer vers 7 8 ans. Première compète, je les ai fait un peu tard, j'ai dû les faire vers 17 ans. Ok. Puis après, j'ai fait ça ouais, pendant quelques années. Tu étais déjà noir, j'imagine, du coup, Ouais, ouais, ouais. Bah quasiment. après, la ceinture noire de karaté, Ouais, ça ça n'a s'obtient pas du plus tout pas facilement du tout la même valeur. que la ceinture noire du JB, ouais, c'est Ouais, clair. c'est vrai, c'est peu de le dire. Ouais. Même si ça a pas mal évolué ces dernières années, moi j'ai connu. Je pense que là, on a trouvé un équilibre à peu près correct, parce que je me rappelle aussi d'une période, moi, quand j'ai commencé, où pour avoir la noire, mon pote, tu pouvais rester. En plus, si tu n'avais pas forcément les bons contacts ou quoi, tu pouvais rester 15 20 ans avant d'avoir la ceinture noire. Je trouve que c'est un peu Ouais. abusé. Je pense qu'entre 8 et 10 ans, si tu es, si un pratiquant régulier, c'est une bonne moyenne. Et ça, c'est un sujet, je pense, qui est vachement intéressant, sur lequel moi j'ai eu personnellement de multiples discussions, et j'en avais encore une ce matin avec un pote, tu vois, dans le métro là. Ouais. Quels sont les critères du coup pour avoir la ceinture noire en jiu-jitsu? C'est pas le sujet du jour, mais franchement, c'est un sujet qui vaut vraiment le coup d'être mis sur la table, parce que je trouve que les avis divergent beaucoup, avec des Hitler des ceintures, tu vois. Il faut être bon, il faut être chaud pour avoir ta ceinture noire. D'autres qui vont être beaucoup plus coulants, en prenant en compte voilà, l'ancienneté, la persévérance du mec qui est pas forcément excellent, mais qui va quand même venir et voilà, et qui vont mettre un peu d'eau dans leur vin. Et ouais, c'est un sujet que je trouve Bah vraiment vas-y, on peut y aller, intéressant. hein. C'est quoi ta position toi là-dessus? Bah écoute, moi, je suis plutôt de la team modérée. Ok. Je pense pas qu'il faille spécialement être chaud. Je pense que quand tu es ceinture noire, t'es pas obligé de t'es pas obligé d'être fort, parce que tu peux arriver à l'entraînement et te faire battre, tu vois. Aujourd'hui, les mecs qui sont ceinture bleue, enfin des ceintures Hmm. bleues, ils peuvent très bien battre des ceintures noires, tu vois. Ouais, Enfin, ouais. système de ceinture, t'en parlais avec Rafik et Georges la dernière fois. Aujourd'hui, il est complètement biaisé parce que le niveau explose, parce que la génération qui est derrière nous, elle sera bien meilleure que nous quand elle aura notre âge, sûrement. Euh, voilà, tu n'es pas obligé d'être bon. Pour moi, il faut avoir une connaissance technique, en fait. Voilà, il faut t'intéresser au jiu-jitsu assez pour avoir cette connaissance technique, être capable d'avoir l'intelligence de la déployer dans des sparring. Après, tu peux perdre tous tes combats, c'est pas un problème, tu vois. On n'est pas là pour se comparer aux autres, on est là pour se comparer à soi-même. Et quand tu arrives dans cette logique, pour moi, tu t'approches un petit peu plus de la ceinture noire. Ouais, je pense avoir une vision assez similaire. Moi non plus, je suis pas dans le truc où il faut forcément faire des résultats en compétition et tout.
Rien qu'à l'AMK, il y a des ceintures noires loisirs qui sont plus bons, hein, vraiment, qui sont des partenaires de qualité. C'est vraiment agréable. C'est aussi même des sources d'inspiration au quotidien quand tu vois des gars qui ont 50, 60 ans, qui sont ceinture noire, qui sont sur le tapis, qui s'entraînent encore régulièrement et qui sont présents. Moi, je trouve ils jouent un rôle important dans la communauté. Ah, c'est clair. Moi, après, je ne suis pas non plus pour la donner. Je pense elle doit récompenser un investissement, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui est régulier depuis plusieurs années, qui s'entraîne 2, 3 fois par semaine, qui est dans une logique de progression. Ouais. Voilà, ça suffit déjà, La c'est déjà logique pas de mal, quoi. progression, c'est la nuance que j'allais ajouter, ouais, parce que tu peux être là. Oui, tu peux Tu être peux être là, là, mais pas ouais, être c'est ça. spécialement impliqué, être là pour être avec tes potes, être là parce que tu kiffes l'ambiance du dojo, être là parce que tu rien de mieux à faire, peu importe les raisons. Mais quand tu es dans t'as pour objectif de venir et effectivement de progresser, d'améliorer ton jeu, d'être curieux, de sortir de ta zone de confort aussi, de pas faire que de la garde fermée ou de la demi-garde, essayer de nouvelles choses, voilà, tu vas évoluer et peut-être que tu seras jamais le meilleur. Évidemment, tout le monde ne peut pas être le meilleur, mais voilà, t'es là, comme tu dis, tu contribues, et c'est bien, c'est bien. Et tu vois, moi je me souviens quand j'ai fait ma première séance de karaté, j'étais avec 4 potes, on s'était entraîné, bon on s'entraînait beaucoup, mais là on avait fait 6 mois, mais vraiment des trucs, tu sais, les positions de karaté basses où on se crame les cuisses, où on peut plus marcher et tout. On avait fait 6 mois comme des tarés, et on était arrivé à l'examen, et franchement, enfin on trouvait, C'était trop facile. ça fait longtemps, tu vois, ça fait Hmm. longtemps, donc mes souvenirs sont peut-être un peu biaisés, mais j'ai trouvé ça trop facile, tellement facile que quand je suis passé mon deuxième dan, je me suis même pas entraîné. Hmm. Je suis venu, moi je commençais déjà à faire du Shindokai et tout, donc j'avais un peu lâché le Shotokan. Bon, je me suis dit, je vais aller faire, j'avais la condition d'ancienneté, donc je vais y aller pour la forme. Et j'étais arrivé, j'avais fait mon truc vraiment sans me préparer. Et à la fin, le jury me regarde et ils me font, ah désolé, tu l'as pas. Et j'ai regardé, je fais, les gars, je sais que je l'ai, tu vois. Hmm. Et ils m'ont dit, ouais, c'est vrai, tu l'as, tu vois. Ah ouais, c'est à ce moment-là, ouais, c'est vraiment une Ils avaient le formalité, quoi. seum. Ouais, ouais, tu vois, c'est ouais. Ouais, c'est ça, c'est toujours un équilibre. Il faut quand même que le truc ait une certaine valeur. Sinon, bah, voilà, si tu le donnes à tout le monde, ça n'a plus de valeur. D'un autre côté, si t'es trop hardcore, bah, ça décourage les gens. Et puis, Mm. c'est pas juste non plus parce que on peut pas attendre de tout le monde qu'ils aient un niveau élite ou d'athlète professionnel. Donc, c'est vrai qu'il y a un juste milieu à trouver. Et ouais, je pense que c'est vrai que ça reste une définition forcément vague, mais ça doit être effectivement à l'échelle individuelle, voilà, représentative d'un investissement, voilà, que Mm. dans une démarche. Mais tu vois, paradoxalement, excuse-moi, je t'ai Non, je coupé, t'en prie, vas-y. paradoxalement, en karaté, le passage de ceinture noire est quand même institutionnalisé. Tu Ouais. arrives devant un jury, tu as des prérequis, tu as des épreuves Ouais, que tu ouais, ouais, je connais. connais, ouais, ouais. Ah, voilà, tu vois, c'est quand même beaucoup plus carré qu'en jiu-jitsu. Ouais, Euh, moi, j'aime bien ça, le fait que ce bah soit ouais. ton prof qui te la remette. Je trouve que c'est Je trouve ça une bien bonne chose, ouais. aussi, dans la mesure où la ceinture elle a de la valeur, enfin, elle a de la valeur de la personne qui te la donne, tu vois. Mm. Donc effectivement, notre mode de fonctionnement aujourd'hui permet ça. Il y a ça, et aussi c'est le fait que c'est ton maître au sens martial du terme qui te voit évoluer, etc. Alors, avec évidemment les potentiels comment dire, désaccords que ça peut engendrer, hein. Personne n'est parfait, tu peux avoir une mésentente avec ton professeur et trouver son référentiel à lui injuste, etc. Bon, après, tu es libre de changer de club aussi, hein. Mais je trouve ça bien l'idée que voilà, ce soit la personne qui partage le tapis avec toi au quotidien, qui estime voilà, que quand il est temps pour toi de passer au niveau supérieur, plutôt qu'un jury comme ça, qui va se baser sur des critères finalement assez déshumanisés, tu vois ce que je veux dire? On va Ouais, dire, ouais. ouais, tu sais faire tel mouvement. Parce que forcément, tu vas te baser sur des critères. J'ai du mal à imaginer comment dire, un examen qui permettrait de Ouais. réellement pour chaque personne, lui permettre de démontrer quel est son jujitsu et Ouais, parce qu'en jiu-jitsu, tu as un nombre de possibilités qui est quand même c'est ça. beaucoup plus élevé qu'en karaté, où le nombre des coups, tu vois, les coups sont quand même codifiés, les défenses, les contre-attaques et Ouais, tout. ouais, c'est ouais. Voilà, tu as un nombre d'actions, en fait, en soi, qui est beaucoup plus limité qu'en jiu-jitsu, et tu pas cette arborescence et cette complexité dans l'évolution Il y dans le a, combat. je sais pas si tu connais Roy Dean? Ouais, enfin de nom. Bah, c'est un mec, moi je me rappelle quand bon, c'était il y a bientôt 15 ans maintenant, à l'époque quand je commençais le JJB, je regardais ses vidéos. C'est un mec qui vient des arts martiaux traditionnels, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, et qui faisait des vidéos de passage de grade en JJB dans cet esprit
un peu arts martiaux traditionnels. Alors, c'était des très belles vidéos, très esthétiques. Bon, par contre, attention, le passage, c'était costaud, hein. Tu voyais le mec, il faisait des démonstrations techniques de l'espace et derrière, il se mangeait tous les gradés du club. Il Ah finissait ouais, par les stylé. troisième dan, etc. Il se faisait laver par tout le club et tout. Donc là, pour le coup, on pouvait pas remettre en cause la légitimité Ouais. de la ceinture, tu vois. C'était des belles vidéos. Franchement, c'était très sympa. Et le mec, il avait du coup, voilà, il avait trouvé une sorte de compromis comme ça avec ce mode de passage martial un peu à l'ancienne. Voilà, et les caractéristiques du JB, c'était assez sympa. T'imagines, tu fais ça aujourd'hui à l'ère du digital, tu fais la vidéo du passage de grade, après tu fais un vote, est-ce qu'il mérite sa ceinture et tout. Bah, en fait, c'était déjà l'ère du digital, c'était déjà sur YouTube. Bon, il y avait moins d'interactions, je Ouais, pense, ouais. aujourd'hui, que tu peux faire des shorts et des sondages et tout ça. Mais ouais, pourquoi pas au final, hein. Pourquoi pas. Mm. Bon, après, le côté est-ce qu'il la mérite et tout, ouais, là tu te. Non, je rigole, mais ce serait une dérive, tu vois, qui serait marrante, quoi. Ouais, j'avoue. Mais, Pas très en accord avec l'aspect martial du non, truc, mais. c'est clair. Mais tu vois, dans le karaté, le fait que la fédération de karaté cherche sur dans une politique plutôt de clientélisme en fait, et donc Hmm. qui rendent les grades très abordables, faut dire ce qui est. Et d'ailleurs, c'est pas qu'en karaté, hein, tu vois, en taekwondo, Ouais, c'est connu, hein, là, les gamins, même. ils ont 14 ans et ceinture noire, tu vois. Hmm. Arrête. C'est un reproche qui est souvent fait, même en judo, etc. Et tout, dès qu'on est sur des grosses fédérations avec énormément de pratiquants, bah forcément, Ouais, t'as il y a des un enjeux côté qui comme sont ça. tout autres, hein, c'est sûr. Oui, Est-ce que c'est pas l'avenir du jiu-jitsu certainement, hein. Certainement, on va pas se on le verra. cacher, on va certainement vers ça. Bon, après, je voudrais pas qu'on s'éternise trop sur ce sujet-là non plus, parce qu'on a quand même pas mal de choses à évoquer. Donc, tu as dit que donc, karaté jusqu'à 17 ans à peu près, en tout cas karaté tradi jusqu'à Ouais, 17 voilà, c'est ans. ça. Ouais. Après, tu as parlé de Shidokai et de Kyokushinkai. Ouais. C'est bon, Kyoku, je vois ce que c'est. Shidokai, je suis pas C'est très pareil. sûr. C'est le même. C'est Ok. pareil, sauf que tu rajoutes juste le fait de pouvoir attraper les jambes, quoi. Attraper les. sur C'est les coups de une pied. saisie, Tu saisis et voilà, tu et peux amener au sol, tu du peux coup. amener au sol avec des gros chassés. Donc pour les gens qui nous regardent, hein, c'est des formes de karaté qui, au KO, hein, des formes de karaté vraiment brutales, quoi, Ouais, où c'est il y a ça. juste les coups de poing à la tête qui sont interdits, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc tu es très près, donc les deux combattants sont vraiment très près, et ça s'envoie des parpaings sans gants en plus. Donc une forme de karaté très brutale, donc j'imagine que c'était déjà, presque, comment dire, c'est ce qui t'a naturellement amené vers le MMA, quand tu étais en Ouais, recherche de ouais, quelque chose d'un peu plus réaliste. ouais, tout à fait. Et combien de temps c'était ça, Peut-être Kyoku? peut-être 4 ans, 4-5 ans. Et donc là, tu avais la vingtaine, à peu près, début de vingtaine. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est suite à ça que tu pars au Mexique. Ouais. En mode, je pars faire une carrière de MMA pro. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Attends, donc là, quand tu pars au Mexique, t'as quoi? 22, 23? Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui se Ah, passe dans la peut-être un tête de peu plus, Guillaume même. quand il se dit, je plaque tout et je pars au Mexique? Bah, en fait, je savais que j'allais. Enfin, après mon master, j'ai toujours su que j'allais partir à l'étranger parce que j'avais envie voilà, de faire autre chose. J'ai pas envie de rester et d'avoir un CDI, tu vois. Donc, Ouais. j'ai ma boîte qui m'avait proposé un CDI, je suis en alternance. Et puis finalement, j'ai décidé de. Ouais, j'avais plus que ça, je devais avoir 25. 25. Et puis j'ai décidé de partir. C'était vraiment extraordinaire comme expérience, hein, Ok. franchement. Enfin, l'apprentissage de la vie, vraiment, tu vois, que ce soit Les d'arts tacos, martiaux. la tequila, Il connaît bien. les petits Le chapeaux, petit chapeau. les gros chapeaux pour le Et coup. le bourbier, c'est le bourbier. Et ouais, voilà. Et puis après, tu arrives dans une petite académie là-bas qui te dit bah, pour ce que tu veux faire et ton niveau relatif, parce que moi je faisais pas de sol, tu vois, à ce moment-là, je T'avais un connaissais rien. pied-point. Donc voilà, c'est ça. T'amènes dans un autre truc, et après, ils t'amènent dans un autre truc, et donc finalement, j'ai fini au Lobo Gym, et c'est là que j'ai fait. Donc le Lobo Gym, si je dis pas de bêtises, c'est là où s'entraîne Grasso, c'est ça? Ouais, c'est ça, Grasso, Diego Lopez qui est là-bas. Donc c'est le plus gros gym du Mexique, j'imagine, en MMA. Oh, à Ouais, il y en a Tijuana, d'autres. t'as des plus gros trucs D'accord. avec Moreno et tout. Bon, en tout cas, c'est une C'est grosse équipe, quoi, avec ouais, des athlètes pros c'est une très grosse équipe, à l'UFC. qui sont à l'UFC. Ouais. Il y a d'autres qui sont moins connus qui sont à l'UFC aussi, mais qui Et sont vraiment donc, connus. vas-y, envoie un petit peu les anecdotes, parce que moi, tu m'en as raconté quelques-unes euh, à l'occasion il y a quelques temps, de bagarres dans les bars, enfin de combats dans les bars et tout, C'était trop etc. bien, c'est J'aimerais bien trop que tu bien. nous envoies un petit peu du Bah, croustillant, celle-là, là. elle est rigolote. Pour rentrer dans l'équipe, t'as des sessions de sparring, une fois, je sais pas, une fois par mois, c'est des sortes de détection. Déjà, comment t'arrives au Lobo Gym? C'est un autre gym qui t'avait Ouais, envoyé, qui t'avait dit, là, par ouais. rapport à tes objectifs, va là-bas et Exactement, tout, tu c'est vas ça. trouver ce que tu veux. Ok. C'est ça d'ailleurs, dans ce gym où j'étais avant d'aller à Lobo, j'avais rencontré un mec qui était combattant à ce moment-là amateur, mais qui avait genre 16 victoires de suite, tu vois. Et Ok, chaud, on faisait des bons sparring et tout, c'était un bon partenaire de sparring, mais j'imagine. j'étais objectivement au-dessus de lui en termes de technique et tout. Et en fait, quand je suis arrivé au Lobo Gym, il,
ils m'ont proposé, quand je suis rentré dans l'équipe, je vais te raconter après, mais j'étais dans l'équipe depuis peu de temps, ils m'ont proposé un combat Ok. amateur, contre ce mec. Et, Contre ton partenaire? contre mon ancien partenaire. Ton ancien Mon partenaire, ok. Qui lui ne s'entraînait pas au Lobo du coup. Non, pas Ah, du il tout. était resté dans Ouais, l'ancienne salle, ouais, ok. ouais. Ça, c'est historique, elle était depuis très longtemps et tout. Alors moi, je savais pas que le mec avait 16 victoires de suite à ce moment-là. Je savais pas qu'il avait tapé un mec qui avait mis 2 semaines dans le coma, tu vois. Ça t'aurait peut-être un petit peu refroidi. Surtout que on faisait pas de cutting parce que c'était vraiment un short notice, c'était pour un événement. Enfin, tu sais, au Mexique, c'est beaucoup moins. À l'arrache, quoi. Ouais, c'est ça, il est beaucoup moins normé et tout. Et donc, je suis arrivé, j'ai combattu contre ce mec, je me suis fait éclater parce que le mec, il faisait que m'amener au sol. Ah Et ouais. moi, je savais rien faire. Déjà, je parlais même pas espagnol, alors je pouvais pas me faire coacher, tu vois. Puis il y avait les mecs de mon coin, ils me disaient lève-toi, lève-toi. Et moi, j'étais là, mais comment je me lève, tu vois. Donc, je me relevais, mais vraiment, je me C'était ton relevais. premier combat de MMA? Ouais, Officiel, ok. je me relevais, mais vraiment comme un débutant, en poussant, en me levant. Le mec, il m'a rattrapé. Oh, il me Heureusement qu'il avait. mettait- Du coup, il avait une lutte, mais il avait pas de sol parce qu'il n'arrivait pas à capitaliser non non, plus, ça quoi. va, ça va. Ouais, je prenais la garde fermée, tu vois. Ok. Je connais un peu quand même les grands Ouais, principes, juste quoi. deux, trois, Parce que je regarde des combats. Voilà. 3 astuces de survie, quoi. Hmm. Excellent, il a fini par m'éteindre. J'étais complètement out. Je passais mon temps par terre à me prendre des patates. Je savais pas quoi faire, tu vois. C'est génial, putain, quelle aventure, incroyable. Mais Je comprends que t'aies je kiffé. te jure, le vestiaire, c'était un truc qui faisait, bah, tu vois, la taille là pour s'échauffer. Il y avait des clous comme ça rouillés qui sortaient des murs et tout. Non, mais c'était. Ah ouais, c'est vraiment c'était Spartacus, quoi. C'était ghetto, quoi. C'était ghetto. Mais... Tu vois, avec le recul, Du coup, tu prends un KO Ouais, je c'est en ground and pound, j'imagine. non, moi je me Même suis pas. relevé, tu vois, je me relève et le mec, bam, on met une. Ok. Et tu t'es réveillé 3 semaines plus tard sur une page Ouais. de Tijuana. Je me suis réveillé 1 heure plus tard. Tu vois, là où en France, on t'aurait amené aux urgences, tu vois, machin, il m'avait calé là, comme ça, là. Ouais, Sur sur une une chaise, chaise. j'étais comme ça. Et je te jure, comme dans les films, j'ai entendu les gens qui parlaient autour de moi, tu vois. Tu sais, si tu raccroches, ouah, tu reviens et là, tu vois les gens, ils sont autour de toi, ils discutent, tu vois, normal. Et toi, t'es là, plein de sueur. Bah, c'est bien, ouais. En Moi, short, t'as une petite serviette sur les épaules, tu vois, au moins, tu vois. bah, le Mexique, c'est en même temps, c'est le pays où ils font la fête des morts. Donc, quelque part, tu vois, tout ce qui est chaos, mort et tout, c'est l'occasion de faire la fête Ça pour fait eux. partie du. Ça fait partie du folklore, Ouais, quoi. c'est ça. Ah, c'était quelque chose. Ok, donc premier combat de MMA assez épique. Suite à ça, tu es toujours motivé pour faire du MMA, Ah ouais, grave, et c'est grave. suite à ce combat que tu commences à te dire j'ai envie de développer un sol. En fait, non, pas vraiment. En fait, Ça t'a pas suffi. non, en fait, j'ai travaillé au sol, mais pour apprendre à me relever. Ok. En fait, pour Ouais, apprendre à c'est contre- souvent comme ça quand Voilà. tu veux juste déjà acquérir des bases. J'apprends à contrer la lutte. Alors là, j'ai toujours été nul. Et surtout à te relever, mettre une papillon, tu vois, moi, la demi-garde, souvent tu arrives dans la demi-garde, dans le MMA, quand même, le mec veut t'amener en demi-garde, moi ça m'arrange bien, je colle, je me lève, ou j'arrive en top, ou je me relève, tu vois, et c'était ça mon travail. Et j'ai fait un combat à Tijuana à un moment contre un mec, enfin c'est une histoire, elle est trop longue, mais j'arrive à Tijuana, j'ai pas de visa, je me fais arrêter, ils me menacent de me mettre en prison, il y a mon manager qui vient pour me sortir de là. On arrive au combat, on s'est pas pesé parce qu'il y avait des problèmes avec l'avion, enfin bref, un truc, mais un truc Ouais, mexicain. organisation digne de Ouais, l'UFC, quoi. C'est excellent. vraiment un truc millimétré. Et là, on arrive devant la cage, on voit le mec, il est énorme, mais genre, il mettait 10-15 kilos, tu vois. Oh, Enfin, putain. c'était genre, c'était Ah ouais, vraiment, il c'est est du dur. suicide. Et en fait, j'ai gagné ce combat, mais le premier round, bon, j'ai gagné en termes de striking, mais j'étais très fatigué. C'était vraiment très fatigant. Il était beaucoup plus fort que moi physiquement. Et en fait, le deuxième round, j'ai attrapé un kick, bam, je l'ai mis par terre, j'ai attrapé son bras et j'ai fait un juji, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais. C'est tellement plus simple. C'est trop C'est bien, magique ce truc. C'est trop bien ce truc. Du coup, je suis allé voir un pote qui avait une académie de jiu-jitsu. Renzo Gracie. Kraken's Base. Ah, ok, C'est pas je du sais tout, qu'au Mexique, il y a beaucoup de Renzo Gracie, c'est non, pour ça que je pose la c'était un question. petit truc, c'est un petit truc assez humble, hein, tu vois. C'est des gens à cette époque-là. Petite salle Ouais, locale, c'était des tout petits ok. compétiteurs et tout. Et aujourd'hui, tu vois, c'est marrant. Le prof qui était un très bon ami à l'époque, il gagnait, je sais plus ce qu'il a gagné. Il a gagné un truc en adulte marron, mais genre les pannes ou un truc comme ça. Enfin, Ah, tu quand vois, même. en nogi. Fort. Ouais. Et puis l'autre, enfin, il y en a un autre qui est prof maintenant à Alliance Vancouver, qui est hyper chaud et tout. Ok. Et c'est marrant parce qu'on a commencé ensemble, tu vois. Ouais, ça, c'est ça qui est marrant dans le monde du JB, JB, c'est que vraiment le monde est petit, quoi. Tu peux connaître des gens vraiment aux quatre coins du monde et puis les voir faire un parcours. Ouais, c'est 5-10 ans après, t'es épaté, quoi. Ouais. Et donc voilà, début du jiu-jitsu. Ok, suite à cette clé de bras retentissante face à un adversaire Un gros lard, là. bien plus lourd.
Ok, super. Donc là, tu es t'es toujours au Mexique, toujours dans le MMA. Qu'est-ce qui va t'amener à faire la transition full-time vers le JJB? Qu'est-ce qui va t'amener à rentrer en France? Qu'est-ce qui va... Ouais, bah écoute, simplement, j'ai trop kiffé le jiu-jitsu, vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire, beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus de champ des possibles en fait que ce que je retrouvais en MMA. Un peu moins de réveil dans les vestiaires au milieu des clous rouillés Ouais, 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 et des Mexicains ça va, ça qui arrive jouent qu'une fois, mais. qui jouent de la guitare. Mais voilà, j'étais venu à la base, je me suis dit, bon, je vais faire quelques mois ici, vraiment intensif en jiu-jitsu seulement pour m'améliorer. Et puis au final, j'ai fait mes premières compètes, tu vois. Puis on avait une équipe, on était vraiment soudés, on habitait ensemble, on se déplaçait pour les compètes à Mexico City, tu vois. On Hmm. arrivait, Bah, c'est on vrai que arrivait en équipe. c'est un truc qui est assez présent quand même dans le. Je sais pas comment c'est dans les autres sports, mais j'ai l'impression que en tout cas c'est particulièrement présent dans le JJB, ce côté un peu team de compétiteurs, on part ensemble, on va un peu bourlinguer, on va faire des compètes et tout. Il y a un côté ouais, très convivial, très festif, un petit peu. Moi, j'ai souvent coutume de dire, tu fais du JJB, c'est une sorte de réseau social Ouais, c'est pas dans faux. le réel, quoi. Mm, Parce que mm. tu arrives n'importe où, tu as un petit niveau, tu vas dans un club, tu te fais une bande de potes en deux temps, trois mouvements, tu trouves un taf. Je sais que moi, plein de fois, je me suis retrouvé à la rue sans rien, j'ai atterri je sais pas où, je suis rentré dans un club de JJB, j'ai retrouvé un taf. Enfin, Ah ouais, je me suis reconstruit une vie comme ça, je juste vois. grâce au JJB, quoi. Ouais. Dans quel pays? Vas-y. En France. Ouais. Non, en fait, ça m'est arrivé deux fois. Ça m'est arrivé une fois, en fait, j'ai déménagé du sud-est au sud-ouest. Et quand je suis arrivé dans le sud-ouest, bah, je me suis refait un groupe de potes assez rapidement. J'ai trouvé un taf grâce à ça. Et à mon retour en France, parce que moi j'ai habité, je suis parti, j'ai fait un périple aussi à l'étranger, un JJB trip, pareil, où je voulais m'entraîner dans un environnement professionnel, élever mon niveau et tout ça. Donc, je suis parti plusieurs mois chez Atos, chez Galvao, et ensuite j'ai fait un an et demi au Japon, à Tokyo. Et quand je suis rentré, c'était en plein Covid. En plus, je suis rentré une main devant, une main derrière avec que dalle. Et grâce à un pote qui me connaissait via le JJB, j'ai repris contact. Je suis allé m'entraîner avec lui. Il m'a fait taffer. J'ai pu refaire un peu d'oseille, monter sur Paris. Enfin, j'ai pu Ouais, trop redémarrer, bien. relancer un truc. Mm. À chaque fois, c'était grâce au JJB, quoi. Ouais, mais c'est marrant, hein, enfin, je pense que dans les arts martiaux, de façon générale, tu partages avec les gens quand même un certain système de valeurs Mm. qui est celui des arts martiaux. Et alors, bon, c'est pas systématique, hein, c'est clair, mais bon, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de tisser des liens. Et quand tu combats avec quelqu'un, ça développe comme une proximité, enfin un Ouais, truc. ça brise la glace, quoi. Il Ouais, y a un ça, quand même, côté, moi, tu te. ça va même un peu plus loin que briser la glace, tu vois. Ouais, Tu découvres des choses sur la personnalité de quelqu'un. ouais, ouais, je vois ce que tu Est-ce veux que la dire. personne elle est agressive, est-ce qu'elle est plutôt calme, comment elle réagit dans des situations difficiles, tu vois. Je veux pas faire vraiment des trucs trop philosophiques, mais J'allais dire, ça me fait penser ça me fait penser à notre podcast. Mais ouais, 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 carrément. C'est sûr que ouais, tu te connais sur un terrain plus, j'ai envie de dire, presque un peu animal aussi. Tu vois, tu Ouais, vois ouais, comment la personne réagit primitif, face quoi. à, ouais, un peu primitif. Ouais. Primal. C'est vrai qu'il y a de ça. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, comment tu en arrives à rentrer en France, toi, Bah et à écoute, te focaliser sur le JB? je suis rentré il y a peut-être 4 ans, un truc comme ça. Ah, c'est pas si vieux que ça, Non, hein, non, finalement. Ouais. non, ça va, c'est assez récent, hein. T'es rentré quand? En Euh, 2020? 2021? 2020? ouais, c'était 2021, je pense. Ah, ok. Franchement, je saurais même pas te dire. Ah, c'est à peu près, je suis rentré, ouais, on a dû rentrer à peu près à la même Moi, je suis rentré période. quasiment. C'était encore le Covid, Ouais. parce que je me souviens que Bon, justement, quand j'étais arrivé à Paris, je cherchais des endroits pour m'entraîner. ouais, c'était Et galère. c'était une galère de fou. Bon, je vais pas dire où je me suis entraîné du coup, parce que je trouve que c'était pas très légal. Mais bon, c'est là Je crois que tout le monde que. s'entraînait, Ouais. hein. Ouais, j'espère. Même les gens qui viendraient te chercher des noises, qui viendraient t'arrêter, je suis sûr qu'ils s'entraînaient. Ouais. Non, mais bon, dans des bails, c'est genre, on commence à rencontrer pas mal de mecs et tout. Et voilà, après, j'étais un petit peu à la main pour envoyer dans l'équipe B9. Après, je suis arrivé à School of Champ. Et puis, plus récemment, à la MK, suite à des histoires que tu connais. Yes. Quand tu reviens en France, t'es déjà bleu, t'as déjà passé un grade ou Bleu. t'es bleu? Ouais, Ok, bleu. t'as pris ta bleu au Mexique du coup. J'ai pris ma bleue avant de partir au Mexique, ouais. Avant de partir du Mexique. Avant de Ouais. partir du Mexique. Ok. Donc Partir t'avais du combien de Mexique. temps, quoi, un an, 2 ans de JB? Ouais, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Un an et demi. En mode, c'est T'as les mis combien dates. de temps à apprendre ta noire? Il me semble que c'est 7. 7 ans, ouais. Bon, c'est assez 7 ans. rapide hein, quand même. Hein. 7 ans, enfin disons que c'est dans la moyenne, mais c'est dans la moyenne basse, quoi. Genre, moi, à l'époque, je sais quand j'ai commencé, en moyenne, tu mettais 10 ans. Bon, c'est aussi parce qu'il y avait moins de black belt, c'était moins démocratisé, donc tu traînais un peu plus dans les ceintures.
Et donc, c'était entre 7 et 10 ans. Entre 7 et 10 ans, tu étais dans la fourchette moyenne, quoi. Mais 7 ans, du coup, c'était plutôt la fourchette basse. Donc, Après, aujourd'hui, tu as accès à tellement de ressources, tu c'est vrai vois. qu'aussi, on avance plus vite. C'est vrai que Attends, tu te poses des questions, t'as des vidéos, t'as des ressources vidéo, tu peux même poser des questions aujourd'hui à des mecs qui sont chauds dans un domaine, quoi. Ce que j'allais dire, c'est t'as les ressources vidéo, mais t'as aussi tes profs qui connaissent. Parce que moi, je sais que en plus, si on prend ne serait-ce que l'exemple de l'AMK, où on est quand même plusieurs profs, avec chacun des styles différents. Je veux dire, le ceinture blanche, bleue qui arrive aujourd'hui, qui a une question sur une technique moderne, il va avoir un prof qui va pouvoir lui démontrer ça et tout. Enfin, il va quasiment avoir accès à la connaissance en direct. Je me rappelle à l'ancienne, moi, quand j'ai commencé, ouais, tu avais des black belts et tout, mais souvent, tu avais une vraie ceinture noire qui avait un jeu bien à lui. Si tu lui posais un truc qui sortait trop de son jeu, il n'avait pas forcément, lui, la ref et tout ça. Donc, comment dire, même la pédagogie au niveau national, en 10-15 ans, là, elle a vraiment explosé. De toute façon, je trouve que ça se confirme avec les résultats que font les ceintures de couleur. Là, au World, là, tous les ans, maintenant, au World, l'équipe de France et tout, ils reviennent avec des médailles, quoi. Il y a 10-15 ans, un mec qui revenait avec une médaille au World, c'était Jésus, quoi. C'est arrivé 2-3 fois, mais c'était vraiment un truc de malade, quoi. Et là, aujourd'hui, tous les ans, on a des Français qui font des podiums au World, et ce qui prouve bien que là, la nouvelle génération, ça y est, on est en train de se calquer sur le niveau international, et que voilà. Donc, ça veut dire que déjà, on a la ressource pédagogique pour former des champions, et que c'est plus qu'une question de temps, je pense, d'ici 10-15 ans, on va sortir des champions black belt adultes, quoi. Ouais, la connaissance, elle est démocratisée. Après, aujourd'hui, est-ce qu'on a des environnements qui nous permettent d'avoir des athlètes professionnels qui se dédient à 100% au jiu-jitsu et qui arrivent à vivre de manière correcte, ce qui leur permet par la suite, du coup, potentiellement d'accéder au Graal de la black belt adulte. Ça va venir, c'est en cours, hein. On a des athlètes aujourd'hui qui se démarquent. Ouais, en ceinture de couleur, quoi, déjà, Qui qui sont la nouvelle garde. Mais ils sont assez isolés et mais c'est Tu trouves, normal. tu C'est trouves normal. qu'ils sont isolés? Même les jeunes de l'équipe de France, tu trouves pas quand même qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau-là? Moi, Si, je regarde de loin, hein, mais j'ai quand même l'impression que vraiment il y a un beau taf qui est fait à ce niveau-là de la part de la CFJB pour essayer de voilà, structurer au moins un pôle de compétiteurs français et leur donner un maximum de chances pour atteindre leurs ambitions. Je trouve que franchement, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Non, non, c'est top. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ça reste des trucs qui sont émergents, tu vois. Oui, 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 c'est vrai. Ouais, ouais, non, Ah, c'est sûr. c'est récent. Et puis, je pense que c'est surtout beaucoup la mentalité française où on est, alors avec les bons et les mauvais côtés que ça implique, hein, mais on n'est pas, le sport professionnel en France, on a un problème avec ça, quoi. Vraiment, tu vois que dans les mentalités, c'est pas un truc qui est présent. Bah, toi, tu pourras peut-être nous parler du Mexique, mais enfin, je sais que par rapport au Japon, aux States, là-bas, tu dis que tu es prof de JJB ou quoi, enfin, c'est un taf, il n'y a Ouais. pas de débat là-dessus. En France, tu dis je suis prof de JB, on te dit ouais, mais ton taf, c'est quoi, quoi. Je veux dire, Non, en France, on a la c'est culture. vraiment c'est deux choses complètement différentes. Moi, on m'a même posé la question, mais quand es au club, tu as l'impression de travailler. C'est- Bon, j'ai l'habitude maintenant, tu vois, donc voilà, Ouais, ouais. je réponds calmement, j'explique et tout, mais ouais, c'est assez ouf le décalage qu'il y a en France en termes de mentalité par rapport à la professionnalisation du sport. Mais en tout cas, on a un vivier de talent et en fait, ça ne nous a pas empêché, j'en discutais avec des potes de ça, ça ne nous a pas empêché justement de développer comment dire, un savoir-faire à la française où j'ai un pote qui me disait dans tous les sports de gogol, il y a toujours un Français qui perf et tout. Il dit en fait, on est d'un côté, on a ce truc sport associatif, pas professionnel et tout, mais en même temps, les Français sont souvent ceux qui performent dans leur sport sont souvent des grands passionnés parce que du coup, tu fais pas ça pour l'argent et les mecs, ils sont capables d'aller très très loin pour performer plus que dans d'autres pays où finalement, dès que ça suit plus niveau oseille et tout, les mecs se disent ah ouais non, s'il n'y a pas moyen de faire carrière, vas-y, laisse tomber, je fais autre chose, tu vois. Alors que c'est vrai que ce profil du mec un peu fanatique et tout, apparemment, c'est un truc assez français, quoi, d'après ce que. Ce que tu veux dire, c'est que tu peux te permettre d'être un fanatique quand tu as un peu ce match-là que t'offre un peu la société française, quoi. Bah, disons que oui, parce que chez nous, c'est un petit peu la seule voie qui existe si tu veux aller très loin dans ton sport, vu qu'il n'y a pas vraiment de voie professionnelle tracée. Bon, ça arrive hein, petit à petit et tout, quand même, il y a des choses qui se font, mais bon, par rapport aux States ou à l'université, tu peux faire de la lutte et tout, tu as vraiment des débouchés. Tu veux faire athlète pro aux States, c'est un truc qui est démocratisé, qui est compris. Ouais. En France, Qui force le respect des gens, quand même. ouais, déjà, c'est un truc qui est respecté, mais c'est un truc en plus dans lequel on croit, quoi. Il y a les infrastructures qui vont avec et tout, etc. C'est un vrai plan de carrière.
En France, si tu dis à un gamin qui dit à 15-16 ans à ses parents: «Je veux être boxeur pro ou je veux être, athlète pro dans tel domaine», on va lui dire: «Fais gaffe, passe quand même un BTS, un truc Ouais, et tout à ouais, ouais. côté», ce qui est pas forcément un mauvais conseil, hein, mais C'est bien. en tout cas, c'est, waouh, attention là, tu t'aventures dans un truc, vachement périlleux, quoi. Donc ouais, du coup, le côté positif de ça, parce qu'il y en a forcément, c'est que, bah, les mecs qui font ça, c'est vraiment des mecs déter et hyper passionnés et du coup, il y a beaucoup moins cette notion, argent, quoi, je Tu pense. considères que le jiu-jitsu, c'est un sport de gogol? Ouais. Ah ouais? Pourquoi? Non, 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 sport de gogol. Bah, non, pas un sport de gogol. Je pense que, les gens, de ma génération qui en vivent aujourd'hui, ceux de la génération d'avant encore plus, j'imagine même pas ce que ça devait être pour eux. Là, c'est en train d'évoluer un petit peu parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les réseaux pour, ouais, il y a de la communication, donc ça rentre un petit peu dans les mœurs et tout avec la génération actuelle, je trouve. Mais ma génération, les mecs qui voulaient vivre du JB, c'est pour moi, on était l'équivalent d'artistes, en fait. C'est comme les mecs qui veulent vivre de leur art, La les bohème, quoi. icos et tout. Non, mais je trouve vraiment il y a un point commun dans la démarche un peu, C'est un peu marginal. ouais, marginale, c'est ça, c'est hyper marginal, quoi. C'est encore aujourd'hui, parce que forcément, les gens de ma génération, bah, eux, ils ont grandi avec cette idée-là. Je pense que les jeunes de 20 ans et tout, peut-être ça change, tu vois. Mais moi, je suis toujours les gens qui ont 35 ans comme moi aujourd'hui, c'est les mêmes que ceux qui avaient 20 ans quand j'avais 20 ans. Donc, je sais pas si eux, ils ont forcément fait la mise à jour. Et voilà, quand je leur dis que je suis prof de JB, prof de grappe, etc., c'est bon, c'est pas, voilà, ça reste un truc assez Mmh. fou, quoi, assez fantasque. Et pour faire le parallèle avec, le Mexique, tu vois, par exemple, je pense souvent moi j'étais prof de MMA aussi là-bas, je faisais les cours, le matin dans l'académie. C'est vrai que tu as des mecs qui se lancent là-dedans, surtout parce qu'ils ont pas le choix. En fait, Ouais, parce qu'ils ont pas d'autres ouais, options. C'est-à-dire ils ont pas de comme au Brésil, quoi. formation, C'est ouais, vraiment, c'est j'imagine, une ouais. perspective Ouais. de carrière, quoi. Voilà, c'est ça, mais c'est ta seule perspective. Mmh mh, ouais, ouais, ouais. Ce qui est C'est pas vraiment complètement une ouf, ouais. perspective, c'est une voie sans issue, en fait, quoi. Mmh. Tu vois, tu t'engouffres là-dedans, ça passe ou ça casse, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et peut-être qu'on a cette vision-là aussi en France du fait que si tu fais du sport, c'est parce que tu as pas eu le choix de faire autre chose, tu vois? Et donc forcément, Tu c'est crois? très dévalorisant pour, Bah, je trouve que justement, au contraire, c'est que nous, on fait du sport vraiment par passion. C'est un loisir. Justement, il y a le côté plaisir. Ça doit rester un plaisir. D'ailleurs, tu le vois dans la mentalité des gens. Moi, je sais que quand une fois, j'étais revenu d'une compète où j'avais fait troisième, on m'avait félicité et j'avais dit: «Ouais, non, franchement, je suis déçu, quoi», et c'est un truc qui m'énerve, en fait, quand on dit ça. Quand je dis: «Je suis déçu», qu'on me dit: «Oh, faut pas le prendre comme ça». C'est pas grave, ouais, arrête. Là, Troisième c'est vraiment, super, je dois prendre sur moi pour pas 3e à m'énerver parce l'open que de Chili-Mazin et voilà, puis c'est ça, c'est un truc, qu'est-ce que tu tu te veux de dis: «Non, plus? mais tu comprends tellement pas la mentalité quand tu es investi à fond dans un truc, que tu es un compétiteur et que tu prends le truc au sérieux, tu y vas pas pour faire troisième. Donc Ouais. bon, je dis pas qu'il faut en faire tout un flanc et tout. Moi, je suis assez discret, quand c'est comme ça, bon, on passe à la suite. C'est juste que j'ai pas envie de m'éterniser sur le sujet, tu vois? Mais ce genre de truc de: «Ah, mais c'est l'important, c'est de participer», ce genre de phrase et tout, c'est insupportable, quoi. Et c'est là, pour le coup, c'est vraiment un truc qui est, où on a 15 ans de retard sur les autres nations en termes d'esprit sportif, de mentalité de performance, etc. Où, bah, là-bas, moi, je sais que, par exemple, le simple fait, tu vois, je viens, moi, à la base d'un petit bled dans le sud, où le simple fait d'être allé aux Worlds, parce que j'étais un des rares, quand j'étais bleu-violette et tout, dans mon patelin, à faire des voyages, aller aux Worlds et tout, etc. C'était un truc de ouf, hein, j'étais un illuminé pour les gens. Et donc, rien que le fait d'être allé faire ça, c'était une sorte de validation dans le milieu. C'est: «Ah, il a fait les Worlds». Bon, il s'est fait éclataxe, tu vois, mais il a fait les Worlds. Et quand je suis arrivé avec cette mentalité-là à l'étranger, je me rappelle, j'avais dit ça à un Ricain. Il m'avait répondu: «Did you place?» En mode, Ouais, bien sûr, ouais, ouais. donc tu me dis que tu as fait les Worlds, mais tu as fait un Bah, podium? ouais, c'est ça. Je lui dis: «Non, mais j'y suis allé». Il m'a fait un truc genre: Vraiment, qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment un écart de mentalité. Ah Je me suis ouais. dit: «Non, mais là, tu viens vraiment tu es en train de sortir de ta bulle, quoi», et que voilà, si Après tu regarde, nous de notre côté, si, il y a le fait que si tu vas au World, ça veut dire que tu investis sur toi-même, tu mets une somme, alors que les mecs qui sont aux États-Unis, évidemment, ils sont ils sont déjà à à côté. C'est côté. vrai qu'il y a Voilà. cette Par notion-là qui contre, est si demain un différente. mec te dit, «Je suis allé aux Europes», bah, aux Europes à Paris, Mmh. tu vas pas te dire, enfin lui, même lui, il va pas penser que c'est Là, je pense qu'on a un petit biais. Je suis totalement d'accord avec toi, hein, et je pense que c'est, la mentalité à suivre. Mais de conversations que j'ai pu entendre de ceinture blanche et tout, pour les gens qui ont pas encore fait ce cap-là et tout, le fait de faire les Europes, c'est un step déjà pour des d'accord. ceintures blanches et tout. Ouais, parce que tu dis: «Le mec se sent prêt pour faire les Europes, donc il doit être chaud et tout».
moi, j'en discute souvent. En plus, j'ai souvent des élèves qui viennent me voir et tout. Tu penses que je peux faire telle compète et tout? Et je leur dis, c'est pas à moi de te dire si tu es prêt ou pas. C'est toi qui dois décider. Ça, c'est un Ah choix ouais? qui est Ah, complètement mais personnel. ça, c'est intéressant, ça. Ah, pour moi, bon, quand on me demande, si on me demande, tu penses quoi de mon niveau, etc. Et tout. Bon, quelqu'un qui a 2 mois de JB, qui a aucune arme et tout, etc. Je vais lui dire, bon, moi, je te conseille d'attendre peut-être, en général, la fourchette que je donne, c'est 6 mois, un an, avant de te lancer. Après, pour avoir un minimum, mais encore une fois, c'est vraiment un truc générique et c'est pas, il y a pas vraiment de règle. Parce que je pense qu'un mec qui serait vraiment déter et tout, et qui serait capable d'encaisser un gros revers, je pense qu'il n'y a pas de problème au fait qu'il fasse sa première Mmh, compète au bout de mmh, 2 mois. mmh. C'est plus par rapport à la psychologie de la personne, si je sens que potentiellement ça peut le décourager ou pas que je lui dis ça. Parce qu'en soi, pour moi, il n'y a pas de niveau de base. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut te lancer. Si tu attends d'être prêt, tu ne le seras jamais. Ah ouais, Donc, non, il mais faut y aller. on est d'accord. Et donc, voilà, c'est quand je dis 6 mois, un an, c'est plus une ordre d'idée. C'est une moyenne qui fait que, bah, pour la plupart des gens, si tu es un tant soit peu régulier, tu vas acquérir un minimum de bagage technique qui va te permettre d'arriver à la compète en te disant, bon, ben, j'ai un petit plan, quoi. Je sais au moins faire à peu près une demi-garde et une petite moi, je peux essayer de faire ça, quoi. Alors que si tu jamais, enfin, si t'as vraiment aucun bagage Mmh. technique, tu vas juste à Ouais, l'abattoir. ouais, je pense au fait que quand tu dis, c'est pas à moi de te le dire. Moi, si un mec vient me voir et qui me dit: «Est-ce que tu penses que je suis prêt à faire de la compétition?» machin. Alors, bon, et quel niveau tu penses qu'il faut avoir pour aller en compétition? Moi, je suis toujours partisan de dire qu'il faut y aller, qu'il faut te lancer, tu vois? Et te dire que, OK, peut-être que tu vas perdre, mais au moins tu y vas et puis vraiment tu te bats, comme un vénère, quoi, tu vois? Mmh, Vraiment tu mmh. vas avec toute la détermination que tu as et voilà, ça passera pas, mais au moins tu vois ce que c'est et puis quand tu iras avec plus de bagages techniques, tu as au moins déjà cette appréhension au moins, tu vois? Parce que c'est pas ta première compète, tu sais comment c'est, tu sais comment c'est de te peser, machin et cetera. Mmh. Mais je lui dirais quand même, moi, je pense que c'est une bonne idée de faire la démarche d'y aller, mais demande à ton prof s'il est d'accord. Alors si moi je dis Ah ça à un ouais. mec et qu'après il va te voir et que tu lui dis: «C'est pas à moi de te dire ça, c'est toi». Ouais, ouais, C'est bah, pas c'est des philosophies qui sont différentes. Ouais, moi, je considère que c'est vraiment pas. Bah, après, je pense que c'est propre à l'histoire de chacun. ouais. C'est que moi, j'ai toujours été très indépendant dans cette démarche-là. C'est comme le rapport au coaching. Je comprends tout à fait hein, que les gens ils aient une attente vis-à-vis du coaching, etc. Moi-même, moi, c'est simplement le fait d'avoir quelqu'un dans mon coin qui, je trouve, est un plus quand je combats. C'est simplement quelqu'un à regarder, quelqu'un que tu sens une sorte de soutien psychologique. Mais le coaching, ça m'est arrivé d'être très bien coaché par des gens qui n'avaient pas forcément un niveau de ouf d'ailleurs. Je trouve que c'est personnellement, c'est plus, je le vis plus comme une sorte de soutien moral et tout, et cetera. Quelque chose qui peut ouais, plutôt te porter à ce niveau-là. Mais déjà, un coaching, c'est très compliqué parce que il faut quelqu'un qui te connaisse vraiment bien. Parce qu'un mec qui ne Mmh. te connaît pas pour te coacher, il va te dire fais tel move, c'est pas du tout ton jeu, il va taper complètement à côté. Donc, moi, en tant que coach, j'ai beaucoup de demandes vis-à-vis du coaching. Je le fais par devoir quand je suis au compète et tout ça. J'essaie de le faire du mieux que je peux en donnant des indications un peu générales que la personne peut suivre et surtout qu'elle ressente ce soutien-là. Mais je trouve que le coaching, il y a trop d'attentes vis-à-vis du coaching de la part des gens. Et Mmh. je pense que c'est aussi dû au fait que bah, moi, j'ai souvent voyagé. Je suis allé, les premiers Paname que j'ai fait, j'y suis allé tout seul, j'avais pas de coaching, j'étais ceinture bleue, il n'y avait personne dans mon coin. Et finalement, j'ai toujours vécu ça comme une sorte de quête un petit peu personnelle, de te découvrir en tant que compétiteur, apprendre à te connaître et tirer les enseignements. Enfin, c'est une quête assez individualiste, où j'étais toujours souvent dans des situations d'indépendance. Donc c'est vrai que comme je me suis construit comme ça, évidemment, c'est pas parce que moi j'ai fait comme ça que tout le monde doit faire comme ça et ça suffit. En tant que coach, je suis obligé quand même de me poser la question et de réfléchir aux besoins de chacun. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est ma réponse naturelle à ça. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez personnel qui doit venir de toi et d'expérience, même si évidemment j'ai mis de l'eau dans mon vin. Je pense que de toute façon, je reste sur cette position que la compète, ça doit venir de toi, que c'est pas vraiment une bonne chose. Ce serait pas une bonne chose en tant que coach de pousser forcément les gens à faire de la compète. Parce que je pense que dans 90% des cas, ça irait pas bien loin, quoi. Que si ça vient pas, Mmh. si c'est pas une volonté de la personne, elle va pas. Surtout que c'est plutôt entre guillemets généralement une mauvaise surprise la première compète qu'une bonne. Donc si t'as pas des motivations intrinsèques fortes, ouais, c'est pas moi qui vais te les donner en fait. Tu te souviens de ta première compète, toi? Oui. Alors
Alors, j'ai eu 2 premières compètes. En fait, moi, j'ai eu un cadeau empoisonné. C'est qu'en fait, ma toute première compète, c'était une sorte d'interclub. Je la considère comme ma première compète, mais c'était un interclub. En fait, je m'entraînais dans un tout petit club MMA, JJB, dans un camp militaire dans le sud de la France. Je suis pas militaire, hein, mais c'est juste le camp qui était dans un camp militaire, le club. Et j'avais 6 mois de JB grappling et même de MMA pour le coup, même si bon, assez rapidement j'ai compris que les pains dans la gueule, c'était pas mon truc. Et donc ce club-là avait plusieurs antennes dans les bleds qu'il y avait autour. Il devait y avoir 4-5 clubs affiliés sous ce nom-là, le HB Academy, s'il y a des anciens du HB qui passent par là, c'était dans le sud de la France. Et un jour, donc il y a un interclub qui est organisé au HB Academy de Draguignan. Et donc, tous les mecs des clubs se réunissent, tournoi de grappling. Je crois qu'il y avait avancé et débutant, je crois. Et donc, moi, je m'inscris en débutant. J'avais 6 mois de grappling. Je fais 3 combats. Je gagne mes 3 combats. Donc, première expérience, je me dis, ah, génial, 6 mois de grappling. Je gagne ma première compète de grappling. Et donc, première expérience, si on considère que c'est une vraie compète, génial. Et quelques mois plus tard, je m'inscris avec un pote, je me rappelle. On va à une compétition qui s'appelle le VIC à Ah Toulon. ouais, à l'ancienne. Donc le VIC à l'ancienne, c'était la DCC français, quoi. C'était vraiment the compète de Ouais, j'en ai grappling en entendu France. parler, C'était ouais. vraiment à l'époque, c'était vraiment la grosse compète de grappling en France. Il y avait donc les phases finales à Paris et il y avait 2 tournois de sélection, des qualifs. Les qualifs nord à Paris et les qualifs dans le sud à Toulon. Et donc je m'inscris moi au VIC Toulon en débutant pour faire les qualifs débutants. Et là, j'ai ma première expérience de vraie compète où je me fais éclater comme tout le monde. Là, j'ai dû faire 2-3 minutes et je me prends un triangle, je crois. Je me fais éclater Ouais. rapidement. C'est marrant, moi c'est pareil, tu vois. Le premier truc, c'était un interclub au Mexique, où si je crois que j'avais gagné, ça va, je me souviens surtout, en fait, la compétition, je me souviens pas. Mm. Mais je me souviens juste qu'à un J'ai moment. pris un KO. Le Je me mec, suis réveillé dans le vestiaire. systématique, tu vois. C'est un running gag. Mais c'était du grave, je comprends pas. Ouais, mais j'ai pris un KO. Parce que je suis. Non, j'ai pris, je crois que j'ai gagné. Mais surtout, je me souviens, ce dont je me souviens le plus, c'est que je gagne mon premier combat, j'étais chaud, j'étais un peu dans mon monde, et je pars aux toilettes, pieds nus. Ah, t'as fait une story là-dessus, j'ai vu. Ouais, parce que j'ai fait une story sur Insta, j'ai limité vos pires anecdotes de compète, parce que justement, j'ai tombé sur des photos de cette compète. Ok. Et je me suis souvenu que je suis parti aux toilettes pieds nus, je suis allé pisser, je suis revenu, donc t'as le responsable de la compète qui a dit, mon pote, je suis allé voir mon prof, il a dit, ton élève, qu'est-ce qu'il fait là, il marche sur le tatami et Ce tout. carayo, qu'est-ce qu'il fait? Ah, putain. Ils sont venus me voir tous les deux, ils m'ont engueulé, ils se sont foutus de moi, ceinture blanche et tout, tu vois. Moi j'étais genre, je me souviens même plus de la compétition. Ah ouais, Tu vois, tu je te me souviens souviens juste que de ça, quoi. de cette humiliation. Ouais. Ça, c'est toutes les actions ceinture blanche qu'on a tous fait. Marcher pieds nus en dehors du tatami, mettre sa ceinture en hélicoptère. Voilà. On est tous passés par là. Ouais, je pense. C'est un passage obligé, je crois. Ouais, bon, plus ou moins. Il y en a chez qui c'est plus marqué quand même, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais, et puis il y en a qui restent plus longtemps dans cette phase-là. Il y en a même, Ouais, il y en a jusqu'à la même peau. en ceinture marron, ils font encore le nœud hélicoptère. Enfin, je dirais, frérot, là, il faudrait quand même te renseigner un petit peu sur le sport que tu pratiques depuis 8 ans. Il y a des codes. Ouais. Enfin, sans être un nazi, bon, quand même, quoi, il y a des trucs. Non, après le cadre, ouais, moi je suis parti aussi d'imposer un cadre à l'entraînement. Après, bon, il y a toujours, tu es toujours obligé de mettre un peu de l'eau dans ton vin parce qu'il y a le cadre que tu veux imposer, il y a le public auquel tu t'adresses, il y a plusieurs choses. Moi, je suis coach, donc il y a aussi, je suis pas le head coach, donc je respecte aussi la politique de Mako, Ouais. c'est son club, donc c'est lui quand même qui à la base donne le ton, donc j'essaye. J'ai mis un moment en tant que coach, moi, à trouver ma place, c'est-à-dire en ayant ma propre personnalité et en étant capable d'instaurer des points qui me soient propres dans mes cours, parce que c'est quand même mon espace. Donc, vu que c'est moi qui suis en charge, il faut quand même que j'ai ma liberté, mais il faut aussi que ce soit quand même en accord avec la politique générale du club. Tu fais pas ce que tu veux Ouais. quand tu es Ouais. chez quelqu'un d'autre, quoi, hein. Ça me paraît être la base. Donc, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est sûr que pour moi, la notion de cadre, elle est essentielle. Mais c'est vrai qu'elle est différente d'une salle à l'autre. Attends, Que moi, la quand politique, elle est complètement différente d'une salle à j'étais à l'autre. School of Champ pour notre AMK, je peux te dire que t'arrivais C'est ce que j'ai une entendu. minute en retard, Ouais, tu ouais. faisais 70 burpees, mon gars. Ouais, alors, ben, moi, tu vois, justement, par rapport à ça, si on prend l'exemple des retards, moi, je me considère
comme quelqu'un d'assez intransigeant sur les retards. Mais alors, par rapport à School of Charm, je suis Bob Marley, hein. Mais c'est juste que par contre, tu arrives en retard au cours et tout, il y a pas de problème. Je peux comprendre que tu as fini le boulot un peu plus tard ou quoi. Juste, déjà, ce qui est bien, c'est quand même de dire bonjour au prof quand tu arrives et de pas Ouais, rentrer quand même, ouais. n'importe comment. Pour moi, c'est un minimum. Et tu prends tes responsabilités. Tu es arrivé un quart d'heure en retard. Moi, j'ai déjà montré la technique. Tu n'étais pas là. Tu arrives, tu te greffes à un groupe, tu te débrouilles, quoi. Tu Tu rattrapes viens pas ton retard. perturber, C'est pas à tu peux me moi. remontrer, s'il te Ouais, c'est ça. plaît? C'est pas à moi de poser, d'arrêter ce que je suis en train de faire et de prendre du temps spécifiquement pour toi, alors que c'est toi qui es en retard, alors que je pourrais l'utiliser à corriger les gens qui étaient là au moment où Oui, j'ai oui, montré bah, la c'est de technique. la logique. Donc ça, c'est de la logique, pas pour tout le monde, Ouais, visiblement. visiblement. Et donc, mais rien que ça, tu vois, je pense que c'est un truc qui m'est propre. Enfin, je sais pas comment font les autres profs à la MK. Moi, c'est un truc, maintenant, enfin, depuis quelques temps, maintenant, je suis intransigeant là-dessus, gentiment, hein. Je dis au gars, parce que bon, le mec, il n'est pas forcément au courant. Je lui dis, frérot, t'es en retard, c'est ta responsabilité, tu rattrapes ton retard et tout, etc. Et voilà, après, tu te greffes, là, je monte la deuxième technique et il rattrape le cours. Mais après, le truc de faire 50 burpees quand tu es en retard et tout. Ah, ça dissuade. Ça dissuade, je sais pas, je sais pas. Après, Bon. je pense que le truc, c'est que tu as quand même plusieurs publics potentiels qui viennent à ton cours. Moi, ça m'aurait, comment dire, j'étais tellement déter à faire du JB, j'étais tellement à fond, j'étais tellement passionné que tu aurais pu même me faire 150 burpees au début de chaque entraînement, je serais quand même venu et j'aurais kiffé ça. Mais je pense qu'il y a un public qui est un peu plus timide, on va dire, qui Mmh. a, qui a une passion un peu moins prononcée et qui, je pense que c'est quand même important de les préserver. Je me dis, c'est quand même pas mal si un mec qui a un taf de bureau et tout, qui arrive à se libérer 2 fois par semaine pour venir faire un peu de JB et tout, qui fera pas les mêmes sacrifices que toi ou moi, qui a pas des ambitions de compétiteur et tout. Si j'arrive en tout cas à contribuer, j'ai pas la prétention d'être responsable de son évolution, mais à contribuer au fait qu'il continue le JJB et que 10 ans plus tard, il soit toujours là, qu'il prenne sa ceinture noire, qu'il ait son petit niveau et tout, etc., en aménageant un environnement qui soit quand même challengeant, parce qu'il faut qu'il progresse, mais qui ne soit pas trop spartiate non plus, parce que sinon il va lâcher. Bah, je pense que c'est quand même important qu'il y ait une place pour ce public-là, tu vois, et qui n'est pas le même que le jeune de 20 ans qui suit tous les tournois Bah, IBJJF, qui va ouais. être champion du monde, et lui, tu vas pouvoir être plus dur avec lui, parce que de toute façon, la passion est là et il va s'accrocher. Donc, c'est pour ça que moi, le coup des 50 burpees à l'entrée et tout, je suis pas pour. C'est Mmh. c'est- c'est la raison pour laquelle je ne serai pas là-dessus. À la limite, si tu fais un créneau compétiteur où tu t'adresses à un public Ouais, voilà, ouais. donné, ouais, là, ouais. Là, ok. Si tu sais que tu es avec des mecs, ou de toute façon, c'est des mecs des terres et tout, et ça devient un peu un jeu, ça devient une rigolade, il y a un côté un Oui, peu tout à fait. humour du Ah oui, sud-ouest carrément. de club de rugby, quoi. C'est, ah, t'arrives en retard, Allez, tu vas manger tes burpees, quoi. 80, mon Voilà, guerrier, c'est fais 80 burpees. et là, il n'y a pas de problème. Mais tu te coupes d'un certain public en faisant ça. C'est un débat on en a souvent parlé avec Mako, à la MK et tout. On sait que la MK Team, c'est un peu un melting pot de tout ça. Il y a des gars qui sont très, très axés compète, et il y a aussi des gens qui sont très, très loisirs, quoi. Et c'est une des particularités du club, avec les avantages et les inconvénients que ça présente. C'est sûr qu'en mode full compète, bah, des fois, on a des ratés parce que bah, on fait la place justement à des gens qui ont une optique un peu plus loisir et tout, et ça se fait forcément au détriment de cours qui seraient plus axés sur la compétition, et donc ça demande aux compétiteurs d'être un peu plus indépendants. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai toujours été comme ça, donc Mmh. de toute façon, ça ne change pas grand-chose pour moi, mais je sais qu'il y a des jeunes qui seraient en demande peut-être d'un environnement un peu plus compétitif et tout ça. Bon, c'est des choses auxquelles on réfléchit, mais bon, voilà, Mako est en train de rechercher une nouvelle salle, il faudrait mettre en place des créneaux qui nous permettent de faire ça. Voilà, ça demande des moyens, des infrastructures et tout. On n'est pas fermé, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui demande à être Mmh. planifié, organisé. Ça demande des moyens, tout simplement. Mais tant qu'on cohabite tous ensemble, forcément, tu t'es obligé de faire un peu dans la demi-mesure, et tu contentes jamais 100% les uns, jamais 100% les autres. Et tu es obligé de trouver un peu un compromis, quoi. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, enfin, de la vision que j'ai de la MK qui est partielle, moi je suis pas enseignant, mais du coup, juste, je vais dire client, mais oui, c'est ça, Adhérent. adhérent, c'est ça, merci. Ouais, je trouve que cet équilibre est. Je trouve ça plutôt sain, en fait, tu vois. Ouais, bah, en plus, c'est une volonté de Mako, hein. Lui, il a toujours voulu préserver cet aspect famille. Et je pense que bah, en plus de ça, c'est un truc, je pense que c'est un truc qui est sous-estimé par les compétiteurs.
Parce que on a souvent, quand on est dans une optique de compétition, et je suis passé par là, hein, ça fait quelques années que je suis revenu dessus, que j'ai compris l'importance de certaines choses, mais on a tendance à se visualiser un peu comme des machines, tu vois, à oublier un peu notre côté, notre dimension être humain, et à se dire, en fait, il faut juste que je m'entraîne plus dur avec des mecs plus forts. Tu vois, penser un peu voilà, en termes vraiment de machine, quoi, tout en termes de statistiques, de paramètres et tout. Alors que, en fait, je pense qu'on sous-estime beaucoup l'importance d'être dans un environnement sain, où on se sent soutenu, où on se sent aimé. Et tout ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment des moteurs très, très importants de la performance. Alors, c'est nécessaire, mais pas suffisant, évidemment. Il faut aussi du challenge, il faut des partenaires de qualité, voilà, il faut à des moments aller dans le rouge et tout ça, c'est évident. Mais il faut aussi, je pense, être vraiment dans un environnement. Je pense vraiment que c'est pas la meilleure solution pour tout le monde de s'entraîner, par exemple, chez Dreamart ou chez Atos toute l'année dans une mare de requins avec que des champions du monde et tout. C'est pas forcément la meilleure solution, la meilleure formule pour tout le monde pour performer à son max. Je pense qu'il y a des gens qui performeraient mieux dans un environnement peut-être légèrement moins compétitif, mais où il se sentira mieux accepté, où il va avoir des relations plus fraternelles avec ses coéquipiers. Cette dimension-là, Mmh. je pense qu'elle est vraiment aussi très très importante pour performer. Parce que du coup, le fait d'être dans un environnement où on croit en toi, où tu te sens bien, bah, ça va te donner la Où confiance. tu pas jugé, en fait, où tu sens pas que tu as constamment besoin de prouver ta valeur, tu vois? Tout à fait. Tu es Moi sécurisé en j'ai fait. connu des académies où tu es sans cesse évalué. Mmh. Enfin, c'est informel, c'est pas Ouais, ouais, dit, tu ouais, ouais, vois? ouais. Mais tu sens le regard des autres, tu Mmh. sens que chaque action que tu fais, bah, si tu fais un sparring avec un mec qui vient en visite et que le mec est chaud et qu'il commence à te mettre une sauce, et bah, le 1 Ouais, truc que c'est tu en dis, gros, c'est: «Oh là là, ouais. tout le monde est en train de me regarder, je suis en Mmh. train de Ouais, ça, c'est pas me sain, faire quoi. passer la garde et tout», tu vois? Et c'est pas ça. Et effectivement, quand tu arrives en compétition, bah, tu penses au regard des autres, c'est parce que c'est quelque chose qui t'est imposé, en fait. Et le fait de te dire: «Voilà, demain, je vais à une compétition, je perds», et ben, ça va rien enlever à ma valeur, Mmh. tu vois, au sein de ce collectif. Et ben, c'est quand même, quelque chose, qui te permet d'y aller le cœur plus léger et en te focalisant sur autre chose. Et ça, c'est clair que c'est important. Je pense que c'est moitié un travail personnel, moitié un environnement qui doit te convenir. Encore une fois, je pense que en fait, on n'a pas les mêmes besoins, tout simplement. Je pense qu'il y a des gens, pour eux, parfait, il faut qu'ils aillent chez Dreamart, chez Atos, dans un truc comme ça. Ils ont bon, on sait que ça en brise plus que ça n'en forge, mais il y a des gens, je pense, qui ont le profil, en tout cas, pour supporter ça. Généralement, ça dure un temps, hein. C'est que les Mmh. mecs, j'entendais même, notre ami Clément Marcoux parler de Rabib il y a pas longtemps, et que bah, il disait que en fait l'univers du MMA, même en tant que coach et tout, il peut plus quoi. Le Ouais, mec, ouais, ouais. il a eu une vie tellement spartiate pendant tellement longtemps et tout que même Rabib, qui je pense en termes de mental, on peut difficilement faire mieux. Le mec, au bout d'un moment, il en peut plus. Donc, on a tous aussi une jauge et un capital qui n'est pas inépuisable à ce niveau-là. Et je pense que c'est important de doser, de se modérer. Et par rapport à ce que tu dis, ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important. La façon dont tu vas vivre le fait de perdre devant les gens qui t'entourent. Mmh. Et je pense il faut vraiment réussir à prendre personne n'aime ça, hein. Moi-même, quand je perds On perd que que tu sois devant tout des. seul ou que Je tu perdes déteste de temps en ça, tout temps, le ouais. monde déteste ça. Ton ego se réveille et tout. On est tous des êtres humains là-dessus et tout. Bon, après, il y a j'aime pas ça, mais 5 minutes après, c'est oublié. Et il y a j'aime pas ça et j'en dors pas pendant une semaine. C'est la différence. Et je pense que donc il y a une partie de travail personnel où c'est à toi aussi de te détacher un petit peu du regard des autres, mais il faut aussi effectivement que la relation que tu as avec les autres, elle soit pas trop pesante au point que ça t'empêche de faire ce travail-là, quoi. Mmh. Ah, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident de trouver, cet environnement bienveillant, quoi. Voilà, et bah, en tout cas, en tout cas, c'est le travail qu'on essaye de faire à l'AMK, et c'est un petit peu, je pense, la volonté que Mako il a en essayant de préserver cet aspect famille. Et ouais, c'est pour ça que je voulais mettre l'accent là-dessus, parce que c'est un truc qui est oublié, quoi. Quand on parle compète et tout, on pense vraiment performance et on oublie que ce côté sécurisant et tout, Mmh. il est aussi important, quoi. Après nous, aujourd'hui, on est plus âgés. Oui, ouais. Voilà, moi, c'est sûr que quand je faisais des compétitions, même en MMA, on s'entraînait, mais franchement, on s'entraînait jusqu'à 2 heures du matin, on se levait le matin à 6h30, on dormait sur le tatami, pendant l'entraînement, on dormait sur le tatami, on s'entraînait, on dormait sur le tatami. Tu vois, on était vraiment dans cet état d'esprit où tu vas vraiment donner 100 Mmh, t'appliquer. mmh. Et ça Bon, déjà, empêche parce pas que tu que puisses en devenir à membre 20 ans, bienveillant, mais pas ouais. d'oseille, t'as pas de meuf, t'as que ça à Ouais. faire, quoi. Il y a un peu de ça Ouais, aussi, tu quoi. viens avec tes potes, tu vois, tu fais que parler entraînement, en fait, il y a rien d'autre qui existe.
Bon, nous, aujourd'hui, je pense qu'on est à un moment de notre vie où on a quand même une perspective peut-être un peu plus large, ce qui n'empêche pas que quand on se focus sur un truc et quand on est en préparation d'une compétition, d'une échéance, bah, on sait mettre aussi la priorité là où il faut pour performer le jour J. Alors c'est marrant parce que tu dis une perspective un peu plus large, et moi j'aurais tendance à dire une perspective moins large justement, mais c'est pas forcément péjoratif. Je pense qu'on va finir un peu sur ce thème-là. Justement, je pense que c'est intéressant parce on est tous les deux dans ce cas de figure. En gros, quelle est la vision du sport d'un master, quoi, de gars comme nous qui restent très impliqués dans le monde de la compétition, qui avons toujours des objectifs élevés, de haut niveau. Ça reste du haut niveau en master, même Mm. si c'est pas le plus haut niveau. Ouais, tout à fait. Ça demande énormément d'investissement. On sait qu'il y a des tueurs, hein, les Miao et tout, etc. Il y a des têtes dans nos catégories qui sont vraiment des gros morceaux. Et du coup, je pense que ça serait intéressant de discuter un petit peu de cette vision, un petit peu de qu'est-ce qu'on peut attendre en tant que master de la compétition, qu'est-ce que ça représente pour nous. Et toi, tu dis une perspective un peu plus large, mais moi, je trouve que justement, la perspective, elle se restreint avec l'âge, mais que du coup, c'est plutôt une bonne chose parce que tu fais le tri. Je trouve qu'à 20 ans, tu n'es que potentialité. C'est qu'en fait, tu ne sais pas vraiment quelles sont tes limites, tu ne sais pas vraiment de quoi tu es capable, tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller. Et donc, en fait, tu cours un peu dans tous les sens et tu explores, tu vois ce que je veux dire. Et à nos âges, 35 ans, tu as déjà fait un peu d'expérience, tu t'es déjà un peu brûlé à gauche, à droite, et tout, etc. Tu sais ce qui fonctionne un peu pour toi, ce qui fonctionne un peu moins. Et donc, tu as resserré justement un petit peu le curseur et le champ des possibles. Tu sais aussi que bon, bah, tu vas plus révolutionner ton sport, on t'attend plus, Mm. ça va pas être toi le nouveau Rafael Mendes. Donc, je trouve que ça enlève une charge. Moi, clairement, hein, j'avais ce souhait de performer en adulte jusqu'au plus haut niveau. C'était mon rêve quand j'ai commencé et tout ça. Et c'était à la fois un truc galvanisant, et je pense que c'est un truc qui m'a énormément bridé aussi, parce que je me fixais un truc tellement haut que enfin, c'était, ça m'a aussi bloqué en fait. Je pense que le fait de se fixer des trucs qui étaient beaucoup trop hauts, ça m'a empêché de vivre tranquillement les étapes sereinement les unes après les autres. Et le jour où j'ai passé le pas de me dire, bah, c'est bon, maintenant, je suis un yeuve, donc j'aime toujours ça, je vais faire du mieux que je peux, mais je me suis recentré autour de moi et de ma quête personnelle, et je cherche plus du tout à prouver quoi que ce soit au monde du JB. Enfin, un petit peu quand même, c'est que ça reste des validations, on va pas se mentir, c'est des validations dans notre communauté. Tu es champion même en master et tout, tu es champion de telle compète et tout, etc. Ça, c'est un petit truc en plus, tu sais que tu vas être respecté, tu vas être valorisé pour ça. Moi, je le dis sincèrement, c'est pour ça. Pas que pour ça. Il y a la dimension effectivement personnelle, de challenge et tout. C'est un peu ma vie, elle est cadrée comme ça. C'est que en fait, si je fais pas de compète pendant longtemps, j'ai tendance à plus savoir où je vais. Et le fait de te fixer un objectif, ça te cadre, ça te redonne une raison de te concentrer sur ta diète, restructurer un peu ta vie et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est un cadre quoi. Ça donne une structure à ta vie. Donc ça, c'est la dimension un peu personnelle. Mais il y a aussi la dimension un peu, on va dire. Ego trip social de bah ouais, si je gagne telle compète, je vais avoir de la reconnaissance, quoi, tout simplement. Et moi, je le dis, c'est pour ça que la compète, c'est quelque chose qui me coûte beaucoup. J'ai une relation un peu amour-haine avec ça. C'est que, comme je te dis, c'est un truc en même temps un peu obsessionnel chez moi, et en même temps, souvent, quand je suis dans le bullpen, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et du coup, ce qui va me motiver à faire cet effort-là, c'est un peu la rétribution sociale. Et je l'ai fait, j'ai fait un peu toutes les compètes possibles et imaginables, les petites, les grosses, en adulte, en master. Et j'ai plus vraiment ce goût, moi, d'aller faire des petites compètes à droite, à gauche et tout. Quand je me concentre sur une compète, il faut qu'il y ait un gros enjeu, qu'il y ait un challenge, et que je me dise là, il faut que je sois motivé par le titre, et que ce titre, il représente quelque chose pour moi, et que je sache qu'il va quand même être un minimum valorisé dans la communauté. C'est un petit peu mon moteur aujourd'hui. Et du coup, bah, je voulais savoir, toi, quelle était ta vision des choses par rapport à ça aujourd'hui en master? Qu'est-ce que tu recherches au travers de la compétition? Qu'est-ce que c'est? Bah, moi, c'est marrant, c'est drôle parce qu'en fait, quand on a parlé de discuter ensemble devant la caméra, je me suis dit, tous les deux, on a quand même une vision des choses qui est très similaire sur beaucoup de points et un parcours qui est différent, mais pas si différent, tu vois. Et au final, dans la mesure où je pense qu'on est d'accord sur plein de trucs, Là, on n'est pas du tout d'accord. est-ce que ça va être intéressant vraiment est-ce qu'il va y avoir un débat, tu vois? Ouais, bah Est-ce vas-y, qu'on va se hein. Bah clasher? ouais, Est-ce que je vais te dire non, tu dis des conneries, tu Ah, vois? tu peux y aller, hein. Et non, je dis pas des conneries, bien Je sûr, pense mais pas qu'il y ait de conneries, c'est des visions personnelles, ah mais non, mais tu vois, c'est rigolo, des débats un peu salés, tu vois, où mhm. tu mets un peu des pressions, tu vois? Par exemple, le débat dont on parlait au début sur le fait de
qu'est-ce que c'est une ceinture noire, Mhm. comment tu la valorises et tout. Ouais, c'est chiant quand on est Moi, d'accord. j'ai eu Ouais, des donc il débats faut. là-dessus où vraiment, tu sais, j'étais là, mais Ouais, j'avais envie de mettre des claques au ou mec, c'est tu vois. enflammé, Mais ouais. écoute-moi, c'est pas ça, tu vois. Donc là, pour la compète, t'es pas d'accord avec moi. Alors, je suis pas d'accord parce que c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que mon expérience, du coup, personnelle n'est pas la même. Mhm. Où, où moi, moi aujourd'hui, j'ai un objectif plus clair et qui me semble plus accessible Mhm. que quand j'ai commencé, où tu vois, après le fait que j'ai changé de pays, tu vois, etc., ça a quand même remodelé les choses. Jusque-là, on est d'accord, Ouais, hein. Dans ma vision de se resserrer autour d'un objectif plus concret, où ouais, tu sais ouais, c'est qu'il est vrai. plus. Jusque-là, on est d'accord. C'est vrai, je me suis peut-être un peu perdu dans le raisonnement, mais ouais, moi, bon, aujourd'hui, j'ai un objectif qui est d'être champion du monde ou à JP ou à BJJF, peu importe, en Master 1. Mhm. Euh, mais mais j'ai pas ces œillères en fait qui font qu'aujourd'hui c'est la seule chose sur laquelle je me focus. Euh, je, je pense que j'essaie d'apprendre plein de choses en termes déjà, ne serait-ce qu'en termes de jujitsu, j'essaie de développer mon jeu, j'essaie de travailler sur des trucs pour lesquels j'ai pas forcément une appétence, j'essaie de découvrir d'autres choses, j'essaie de les greffer. Ça veut pas dire que je vais les faire forcément en compétition. Mhm. Mais dans ma vie personnelle aussi, j'essaie d'apprendre, je sais pas, de jouer un instrument de musique, d'apprendre à Ouais, jouer ouais. aux échecs et machin, tu vois. Quand j'étais jeune, j'avais vraiment ce focus arts martiaux, combat, Ah, tu j'ai faisais. que Ouais. ça, Mhm, j'ai d'accord. que ça. Je D'accord. pense qu'à Donc ça. toi, quand tu parles d'élargir, tu parles aussi d'élargir à d'autres sujets, d'autres Ouais, centres voilà, d'intérêt. ouais, Sur ça, je ouais. suis d'accord. Moi aussi, c'est un peu pareil. Merde. Non, non, mais en vrai, là, Et sur encore, tout ce que d'accord. tu dis, même sur le fait de, quand tu dis euh, travailler des domaines de jeu dans lesquels t'es pas bon et tout, je suis 100% d'accord. Il y a pas, pour l'instant, il y a zéro débat. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment en faisant de la lutte. Je fais de la lutte quasiment à tous les entraînements, alors que je suis éclataxe en lutte. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'en ai encore les stigmates. Donc ouais, non, jusque-là, on est 100% d'accord. Bon, J'attends encore le clash. non, du coup, désolé. Putain, il voulait un Je clash, il voulait à tout t'ai prix un cité un clash. clash, mais Donc il a j'ai essayé pas. de dire non, non, mais on est d'accord, mais de Non. façon agressive, alors que par orgueil, me faire réagir. Ouais, quand je disais resserrer, c'est justement par rapport à ce que tu disais, c'est juste en fait tout simplement te recentrer autour d'objectifs plus atteignables, simplement parce que tu as essayé plus haut, tu t'es pété les dents, tu as essayé plus bas, tu t'es ennuyé, et en fait tu as une meilleure idée simplement de ce que tu peux viser. Moi c'est pareil, je vise aussi des titres majeurs. Moi c'est plus le Nogi en ce moment mon truc, mais champion du monde Nogi en master, etc. Et je sais que c'est des trucs accessibles, je sais que je Ouais, peux, et c'est challengeant, je suis pas sûr de pouvoir. Enfin, si exactement. je suis sûr de pouvoir, De mais je suis pouvoir, pas sûr oui. que je vais y Mais voilà, arriver. c'est ça. Ouais. Et, Tellement de paramètres. Ouais. mais, donc du coup, c'est challengeant et en même temps, ça reste possible. Alors que je voulais être champion du monde en ceinture noire adulte, j'étais pas sûr de pouvoir du tout. Et j'avais vraiment des œillères par rapport à ça. Je pense qu'il y avait un peu de déni et je pense que c'était tout simplement un step trop grand ou peut-être qu'il y avait des sacrifices que j'étais pas prêt à faire et que du Mm, coup ça je le voyais mm. pas. Et voilà. Et donc du coup, je pense être aujourd'hui dans une démarche beaucoup plus saine vis-à-vis de la Ouais, tout à compétition. fait, d'accord. Et du coup, Alors que moi, tu vois, j'ai jamais voulu être champion du monde nord adulte parce que j'ai commencé le jiu-jitsu tu as assez commencé plus tard. tard. Voilà, donc moi, je savais que, tu vois, quand j'ai eu ma ceinture noire il y a un an. Voilà. Mais même quand j'étais ceinture violette, que je combattais toujours en adulte, je m'étais jamais dit, quand je serai ceinture noire, je serai champion du monde adulte. Mmh, Tu mmh. vois, je me suis dit, enfin, à un moment, il faut être aussi réaliste par rapport à ce que tu peux faire. Par contre, aujourd'hui, le fait déjà d'avoir fait un podium au World en ceinture Ouais, noire, c'est une ça me validation conforte dans l'idée que tu que peux. la première place, la place de champion, celle qu'on brille Tous. tous, en fait, hein, en Bon, soi, que ce soit au ouais. niveau du monde ou que ce soit au niveau de l'Open d'Orléans, tu vois, on s'en fout. Quand tu vas en compétition, tu vas pas pour voir comment ça va se passer. Normalement, tu veux gagner. Même si j'ai des témoignages de gens, tu sais pas trop ce qu'ils font là, mais ils vont te dire Non, non, mais moi en j'y tout vais cas, pas pour gagner. En en normalement, les ceinture mecs sont là noire, pour voilà, gagner quand c'est même. ça. Tu viens, tu penses que tu as une chance de gagner, surtout en France où les gens ont du mal quand même à se confronter. Tu Mmh. vois, t'es ceinture noire, t'es professeur, Donc ceux qui sont là, a priori, sont déter. voilà. Et voilà, le fait que avant, moi, j'ai pas eu cet objectif vraiment inatteignable. Mmh. Et que maintenant, justement, je me suis trouvé un objectif qui est à la mesure de ce que je fais. Et tu sais que je m'investis énormément pour atteindre cet objectif. Je confirme. Voilà. Après, quand je l'aurai atteint, qu'est-ce qui va se passer? On Oh, ne tu sait t'en pas. fixeras un autre, hein. Tu prends ta retraite, Peut-être, hein. tu vas boire des mojitos au Mexique, Peut-être, tu ouais. repasses au MMA. Non, tu vois, je sais pas. Après, est-ce que tu auras envie de te lancer plus dans l'enseignement, de se focus plus là-dessus, tu vois? Je sais pas. Bah, c'est vrai que moi, je m'étais dit, mon plan, c'était en gros, à la base, je me rappelle, moi j'ai commencé vers 20 ans, hein, j'avais
fin de vingtaine, j'avais ouais, 20 ans, 20 ou 21, je sais plus. Bon, bref, début de vingtaine. Et je commence le JJB et direct, je me dis, je veux faire ça de ma vie, vraiment un coup de foudre absolu. Et je me dis, bon, ben, entre 20 et 30, je vais tout miser sur la compète. Donc, je taffais encore, je faisais plein de petits boulots à côté, je m'entraînais au maximum, 2-3 fois par jour. Et je veux être champion, je veux un titre majeur en ceinture de couleur, déjà dans un premier temps, etc. Et quand j'aurai 30 ans, parce que dans ma tête, à 20 ans, 30 ans, c'était yeuf de ouf. De ouf. Bon, ben, j'ouvrirai mon académie, je deviendrai prof et tout. C'était à peu près donc, dans 10 ans, donc normalement, je devrais être à ceinture noire. Et voilà, voilà, je serai vieux à 30 ans, donc je pourrais être prof, quoi. Et bon, finalement, je suis pas très très loin du truc, parce qu'effectivement, j'ai été ceinture noire à peu près à 30 ans. C'est là que j'ai commencé à être prof, à en vivre à plein temps, etc. Et tout. Mais les objectifs de compète ont évolué, mais ils sont pas partis. Bon, peut-être aussi parce que je les ai pas atteints. Et c'est vrai qu'il reste toujours ce truc de quand je les aurai atteints, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Mais j'ai tendance à penser que, et on le voit beaucoup chez les sportifs en fin de carrière et tout, c'est très dur de décrocher parce que tu veux toujours plus en fait. Et je pense que si tu fais champion du monde, tu vas avoir encore envie je pense que se couper d'un coup de la compète comme ça, c'est surtout après avoir réussi, c'est souvent le piège aussi. On sait que les mecs, ils ont du mal à partir en MMA et tout quand ils sont Ouais, ouais, ouais. après une victoire. Il y a que Georges Saint-Pierre qui a réussi à le faire, je crois. Enfin, il n'y a pas que lui, mais c'est rare, quoi. Souvent, les mecs, ils font le combat de trop, quoi. Et donc, c'est vrai que tu te poses, il y a un peu la question de quand je l'aurais fait, so what, quoi. Mais moi, je pense que quand tu l'auras fait, tu auras quand même encore envie d'un autre truc, quoi. C'est Ouais, parce que ça devient, mais comme je te disais, une façon de vivre, quoi, un lifestyle, et c'est comme ça que tu te structures, en fait. c'est un lifestyle, mais est-ce que, tu vois, aujourd'hui, ça arrive de faire 3 entraînements, 4 entraînements par jour? Est-ce qu'une fois que tu as réussi, que tu as rempli ton objectif, tu as encore envie de faire de la compétition, mais est-ce que tu as envie de faire, d'être tapé 3 entraînements par jour, d'être fatigué, de mal dormir, de pas avoir de vie sociale, machin? Bah, peut-être que, tu vois, je dis: «J'ai réussi, maintenant c'est le moment peut-être de rester toujours, de garder toujours une partie de mon attention et de ma passion, en fait, Mmh. vivante là-dedans et puis, aussi d'ouvrir un peu plus à autre chose», tu vois? De mieux répartir mon temps, en fait. Enfin mieux, différemment. Bah, pour moi, je suis d'accord avec toi, mais OK. c'est quelque chose que je fais déjà. Je suis d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord avec toi, Ah, pour te faire plaisir. merci. C'est quelque chose, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que tu peux, pour moi, tu es pas obligé de, c'est pas une période où ça va être tout noir et ensuite une période où ça va être tout blanc. Moi, j'ai des périodes de prépa où je me dis là, parce que j'en parle souvent, pour moi, être un compétiteur et être un coach, c'est complètement antagoniste. C'est deux états d'esprit complètement opposés. Quand tu es un compétiteur, tu es à 100% concentré sur toi, tu es Tu égoïste, égoïste, tu ouais, ouais, c'est ça. es vraiment t'es égoïste. En plus, tu es dans une optique de vouloir prendre, de vouloir battre les gens et tout, etc. Et quand es coach, professeur, tu es dans Tu as une envie de logique donner, altruiste, disponible, donner, etc. Donc c'est vraiment pour ça que moi, il y a des mecs qui arrivent à le faire, hein, mais pour moi, c'est vraiment hyper dur, même impossible, hein, pour moi, à titre personnel, sur une compète, de faire la compète et de coacher. C'est vraiment un truc, pour moi, ça me fait disjoncter le cerveau. Mais du coup, c'est possible pour moi, au sein d'une saison, de sélectionner quelques échéances et de me dire, bah là, sur cette période-là, je me prépare. Quand j'ai fini la compète, je me relâche. En plus, je trouve que c'est assez sain parce que ça permet d'avoir un certain équilibre et de ne pas être trop longtemps dans cette optique un peu en tension, un peu égoïste et tout. Et de pouvoir faire le bilan ensuite dans les périodes où tu es plus relâché, plus disponible pour les autres et tout, de pouvoir tirer les enseignements. C'est un peu comme une digestion en fait de ce que tu as appris et d'y retourner. Et je trouve que c'est plus sain plutôt que d'être tout le temps dans une optique qui est la même, tu vois, où tu n'as pas forcément le temps d'assimiler. Tu sais, c'est comme une prépa. Je me rappelle que j'avais vu, j'aimais beaucoup lire les posts de Josh Singer à l'époque. Et j'ai toujours trouvé qu'il avait une bonne réflexion par rapport à l'entraînement. Et souvent, on faisait des constats communs, qui est que quand tu te fais une grosse prépa et que tu t'entraînes très très dur pour une compète et tout, pendant la prépa, il y a des moments, tu as l'impression que c'est complètement contre-productif, tu es hyper fatigué, tu sous-performes et tout, etc. Ouais. Et, donc tu te dis vraiment, en fait, ce que je fais, ça, entre guillemets, c'est contre-productif. Et après, quand tu te reposes, donc après la compète et tout, tu relâches et tu as l'impression que tous les bénéfices, ils arrivent à ce moment-là. Que c'est pendant ces périodes de repos que tu as tous les bienfaits et que, mine de rien, en fait, ça a servi à quelque chose de te mettre dans des conditions aussi extrêmes et tout, et que tu as les bénéfices a posteriori. Donc, du coup, moi, je crois vraiment entre cette alternance de conditions assez extrêmes, assez intenses et
période un peu plus relâchée, un peu plus de repos. Et il y a quand même pas mal de pros. Je me rappelle par exemple dans le domaine du Muay Thai que Jimmy Vienno, il fonctionne comme ça. Je l'entendais dire que lui, après chaque combat, tu vois qui c'est, c'est un boxeur thaï, pour les gens qui nous regardent, que lui, après chaque combat, il prend 15 jours de vacances, quoi. Il part et puis là, il bouffe ce qu'il veut, voilà, il est en vacances. Et après, il repart. Et je sais que souvent en MMA aussi, après un combat, il y a beaucoup de coachs et de combattants qui préconisent une semaine, tu es off complet, c'est les vacances, tu récupères. Et il te faut des périodes un peu plus light comme ça. Et du coup, moi, je le vois plutôt comme ça, comme alternance de périodes focus compète. J'adore ça, tu vois. Parce que quand je me remets, je suis bien reposé et tout. Là, je suis vraiment déter pour repartir en compète. Je suis suffisamment ressourcé pour encaisser la diète et tout ça. Et quand j'arrive à la fin, j'en peux plus, j'en ai marre et tout. Et je suis très content de revenir à un truc un peu plus souple et tout. Du coup, je suis vraiment. Moi, je crois vraiment en cette alternance. Ouais, moi, sur le papier, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je suis. Sur le papier. Sur le papier. Mais pas dans la réalité. Bah, si, je suis d'accord, mais moi, je fonctionne pas de cette façon. Moi, je me mets dans le rouge tout le temps. J'en suis témoin. Parce que je me dis que pour rivaliser avec des mecs qui sont sur le tatami depuis qu'ils ont 15 ans, tu vois, il faut que les moments que je passe sur le tatami, ils soient productifs. C'est pour ça que je suis exigeant aussi avec mes partenaires d'entraînement et tout, parce que si je viens faire 1 heure de spécifique, eh ben, j'ai besoin d'un mec, tu vois, je veux faire du spécifique, par exemple, je vais te dire une connerie, mais de l'assaut, j'ai besoin d'un mec qui soit un assaut solide, tu vois, il comprenne les concepts et tout, et je me suis perdu dans mon laïus, mais ce que je voulais dire, c'est que j'essaie de maximiser le temps que je passe sur le tatami, et j'essaie de passer le maximum de temps sur le tatami aussi. Et ce qui fait que je suis dans le rouge tout le temps. Voilà. Mais après, je sais que c'est, encore une fois, je pense que quand j'aurai atteint mes objectifs, cette répartition du temps changera pour quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Donc, potentiellement, toujours de la compétition, mais plus. Ouais, voilà, c'est ça, chill, tu vois, Master 2. Et pour Master 2, Peter Frank, Keshinyo, des mecs faciles, quoi. Tranquille. Mais ouais, bon, écoute, je pense on pourrait débattre encore longtemps de ça. Oui. Et ouais, c'est un sujet un peu sans fin. Je pense qu'on va clore un peu là-dessus. C'était intéressant d'avoir ta position aussi là-dessus. Voilà, sur ta vision, toi, de ce rapport-là à la compétition, d'autant que bah, tu as quand même fait quelques résultats qui prouvent qu'il y a du positif dans tout ça. Donc, bah écoute, je pense qu'on va clore là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais parler Je disais, s'il faut qu'on fasse, comme on est trop d'accord, on prend 2 mecs ouais, avec qui on n'est on pas n'est pas d'accord. du tout d'accord, Ouais. et vas-y, on met nos positions sur la table là, et Ok. on se pêche. Bah, on va lancer cet appel du coup à Ouais. l'audience. Si Qui- parmi qui- vous qui les n'est pas gars, il y a d'accord des gens Qui- qui sont en total désaccord avec tout ce qu'on vient de dire le long de qui ce a un problème podcast, là voilà. Je vous propose un podcast à 4 du coup où on confronte un petit peu les points de vue divergents. Ouais. Guillaume, je te remercie. Merci d'être Merci venu à toi. partager avec nous. C'était vraiment super intéressant comme podcast. Les gars, merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Os. Ciao muchachos. Bon,